Maintenant, nous allons aborder ce qui a trait à la formation de l'architecte expert. Un ordre de passage d'intervenants avait été envisagé, à savoir d'abord Jean-Jacques Soulas, ensuite Catherine Labatte et enfin Alain Hoquet, qui allaient chacun successivement développer la formation initiale de l'architecte et celle de l'architecte expert. En deuxième point, la formation spécifique des experts CRAC. Et en troisième point, un retour sur expérience de certification avec la norme NFX 50-110 dans le domaine de la construction bois. Donc cet ordre va être un petit peu modifié, c'est-à-dire que Catherine Labatte, que vous avez déjà vu hier, va intervenir sur la spécificité de la formation de l'expert CRAC. À la suite de quoi, j'espère, Jean-Jacques Soulas sera arrivé et pourra nous parler de la formation initiale de l'architecte et de l'architecte expert. Et enfin, on gardera Alain Hoquet en dernière partie, en retour sur expérience, avant de vous proposer une table ronde et une série de questions. Voilà, donc je vous prie de nous excuser pour ces modifications qui changent un peu la progression de nos réflexions. Mais qui ne va pas changer la qualité des exposés qui seront présentés. Et donc, je laisse la parole à Catherine Labatte. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Donc, moi, je vais parler de la formation toute particulière en fait, de l'expert CRAC. Que faut-il pour qu'un expert CRAC soit inscrit sur la liste donc, de la convention CRAC, la liste des experts de la convention CRAC. Donc, il y a deux étapes aujourd'hui, c'est-à-dire il faut que l'expert construction soit certifié, et puis ensuite qu'il passe encore un examen pour être qualifié CRAC. Donc, il y a un règlement d'application, une règle de qualification édité par GCA, donc qui est le gestionnaire des conventions d'assurance, qui définit le minimum pour se présenter au niveau de la qualification. Donc, ces règles sont en cours. Là, je vous présente une page de la version de 2016. Et ces règles sont en cours aussi pour intégrer, toujours pareil, l'ICRAC, qui est la nouveauté de cette fin d'année, puisqu'il y aura une petite phrase pour que les experts, quand ils postulent, aient les moyens informatiques pour pouvoir utiliser l'outil ICRAC. Voilà. Donc, excusez-moi, les prérequis. Alors, une toute petite digression, il y a écrit seuil 2, les experts seuil 2. Il y a eu, il y a quelques années, la volonté des assureurs de créer des experts un peu moins diplômés, avec la volonté vraisemblablement de les payer un petit peu moins cher. Et ça s'appelait la liste, ils en ont créé la liste seuil 1, qui était des experts demandant un niveau d'études un peu plus bas, niveau IUT en fait, Bac plus 2. Cette liste seuil 1 a essayé de fonctionner bon an mal an, et comme les candidats, en fait, il y avait très peu de candidats, ceux qui passaient seuil 1 se représentaient pour être experts seuil 2, donc ça n'a pas pris, et cette liste va être abandonnée. Donc on n'en parlera plus. Il y a encore quelques experts seuil 1, mais à peine une quinzaine, je crois, et donc cette liste va s'arrêter. Donc les experts CRAC, on va oublier seuil 1, seuil 2. Donc pour pouvoir se présenter à l'examen, il faut une formation initiale, on va dire Bac plus 5, c'est-à-dire soit une école d'architecture, soit une école d'ingénieur, soit une université, où il y a aussi les diplômes par la validation des acquis, ou un diplôme équivalent français ou étranger avec certificat d'équivalence, c'est parce que c'est toujours très compliqué. Il doit avoir aussi une expérience, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans une entreprise, dont une partie sur chantier, c'est aussi très important, parce que, voilà, de manière à ce qu'il ait vu, de ses yeux vus, la réalisation des ouvrages. Et ensuite, une pratique régulière de 2 ans minimum de l'expertise construction. Voilà, et donc, dans les règles de 2016, le candidat doit justifier qu'il est titulaire d'une certification de compétences d'expert construction acceptée par la CACRAC. Voilà, donc, avec tout ça, normalement, il peut se présenter pour être inscrit sur les listes, pour passer l'examen, pour être inscrit sur les listes CRAC. Pardon. Donc, la certification d'expert construction, elle existe.
Enfin, il en existe une. C'est une certification qui est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Je vais vous présenter ça, mais à la fin, je dirais que c'est en train de... C'est aujourd'hui, mais demain, c'est plus ça, puisque c'était une certification qui était faite par CSTB Certivea, et CSTB Certivea nous a informé qu'ils arrêtaient cette certification. Donc, les certifiés dont je fais partie gardent leur certification. Il y a eu un dernier examen cette fin d'année, là, un oral début d'année prochaine, enfin, en décembre plutôt, et c'est quelque chose qui va tomber à l'eau. C'est dommage parce que ça a été mis en place en 2007 à la demande de la CFC pour reconnaître le métier de l'expert construction. Donc, je vous ai mis les objectifs de la certification. Et ça fonctionnait avec des collèges qui traitaient toutes les questions particulières intéressant la certification. Donc tous les experts que vous avez aujourd'hui, en fait, ils ont passé, et depuis 2007, ont passé cette certification, qui était assez lourde puisqu'elle se déroulait en 4 étapes. Avec, on envoyait le dossier de certification, il y avait un examen écrit et oral, et ensuite on pouvait utiliser les logos de la certification sur nos papiers en tête, etc. Donc l'examen écrit se déroulait sur une journée, il y avait une épreuve technique d'une durée de 2h30, comptant pour 60 points, en QCM d'une durée de 1 heure pour 30 points, une épreuve rédactionnelle de 2h30. Donc on repassait en fait un examen. C'est pas toujours facile quand on a arrêté les études de se remettre à bachoter puis à repasser un examen. Et ensuite, si on était reçu à l'écrit, on pouvait passer l'oral donc de certification. Le taux de réussite était de l'ordre entre 62 et 84% suivant les années. Une année, il est trop... Et cette année, c'est une catastrophe, 52% de taux de réussite à l'écrit, donc on se pose des questions. Et le nombre de candidats, généralement, c'est 70 candidats qui se présentaient tous les ans à cette certification. 229 experts certifiés en cours de validité, aujourd'hui certifiés experts construction. Donc je vous ai mis, mais on ne va pas lire, hein, c'était juste le contenu de l'examen, si vous avez le contenu des pages. Donc vous verrez que c'était un examen qui portait pas uniquement sur la dommage ouvrage, mais sur l'expert construction en général. Il y avait des épreuves techniques où là on était jugé sur la pertinence de l'analyse technique, mais il y avait aussi une partie rédactionnelle, puisqu'on a déjà parlé hier, la rédaction, la compréhension de ce qu'on va écrire pour à la fois le maître d'ouvrage, mais aussi pour l'assureur est très importante. Donc il y avait une partie de la note qui portait sur la rédaction, la synthèse, la manière de présenter. Et ensuite, l'épreuve orale, c'était plutôt une mise en situation, puisque là aussi, et vous le connaissez, vous le savez bien, en expertise, on est quand même, il faut tenir l'expertise, il faut faire avancer l'expertise, il faut que le débat se tienne. Donc il y a toute une, voilà, le savoir-être est aussi important. Alors une fois qu'on avait cette certification, on pouvait se présenter à la qualification qui cette fois-ci donc est gérée par, c'est une qualification d'assureur, des assureurs signataires de cette fameuse convention. Donc c'est géré, comme j'ai dit, par GCA. Et l'épreuve d'admission, c'est un oral. Donc il y avait un écrit, un oral et à nouveau un oral. Donc un jury composé de 20 assureurs de 2 assureurs et de 2 experts. La voix d'un assureur compte double, s'il y a égalité au niveau des notes. Enfin, voilà, la décision de l'assureur l'emporte. Donc, il y avait les derniers examens. Le nombre de candidats varie entre 43 à 127 suivant les années. 127, c'est une année où il y a eu un examen qui a sauté. Enfin, il y a eu une année sans examen. Donc, l'année d'après, du coup, le nombre de candidats était très important. Le taux de réussite est de l'ordre de 80 à 90%. On a déjà passé un examen avant, donc on est censé arriver, quand on arrive là, être plutôt... prêt. Et là, les interrogations, c'est vraiment sur c'est surtout sur la convention CRAC, puisque c'est l'objet, c'est d'intervenir, enfin d'avoir la qualification expert des hauts. Donc toutes les questions tournent autour quand même du droit, toujours pareil, le droit de la construction, l'assurance et la convention CRAC. Il y a des questions très précises sur la convention CRAC. Aujourd'hui, cette fameuse liste, alors je dis DO, je ne parle pas de seuil 1, c'est 850 experts inscrits sur la liste. Et à l'issue des 2 étapes, pour voir quand même le parcours que ça représente, on a 6 candidats à peu près sur 10 qui débutent le processus, qui sont reçus.
Donc c'est quand même, ça reste sélectif au niveau des experts. Donc l'actualité, je vous en ai parlé un peu avant, j'en parle maintenant, c'est que Certivea, alors pour être tout à fait honnête, cette certification expert construction, moi je la trouvais très intéressante parce que ça valorisait notre métier, mais les assureurs n'ont pas valorisé ça, c'est-à-dire que c'était utile pour pouvoir passer la qualification pour être expert dommage ouvrage, mais ensuite vous étiez certifié, vous n'aviez pas pour autant plus de missions ou des missions mieux rémunérées ou des missions qui vous étaient réservées. Donc l'intérêt de prolonger cette certification n'est pas apparu pour la plupart des experts et donc ils n'ont pas renouvelé la certification. Donc l'organisme certificateur Certivea, qui espérait avoir un fonds de roulement très important donc de renouvellement, n'a pas eu ce fonds. Et pour eux, ils trouvent que donc ils ne retrouvent pas leur petit financièrement. Et ils arrêtent unilatéralement, ils ont le droit, parce que j'ai quand même regardé leur contrat, cette certification. Donc on est en train de travailler, donc la CACRAC, c'est le comité d'application de la convention de règlement de l'assurance construction. Donc les assureurs qui ont signé cette convention et les experts, puisqu'il y a des commissions paritaires qui font évoluer les modalités ensemble, travaillent sur la suite à donner à cet arrêt de certification et notamment refaire un écrit, puisque pour être qualifié, il faudra passer toujours un écrit et un oral. Donc repartir avec un organisme extérieur qui ne s'occuperait que de l'aspect logistique et pour réorganiser tout cet examen de qualification. Voilà. Merci beaucoup. Architecte expert conseil, enseignant à l'école d'architecture de Bordeaux, enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Bordeaux. Donc il va nous parler de la formation initiale de l'architecte et de la place de la formation de l'architecte expert dans cette formation. Voilà, donc je lui laisse la parole dans un temps toujours contraint. Et à la suite de quoi, Alain Hauquet interviendra et nous ferons une petite table ronde. Merci, bonjour à tous et je suis désolé pour cette arrivée un petit peu tardive. Je vous fais un bref panorama de la formation initiale en école d'architecture. Je prends l'exemple de celle de Bordeaux que je connais mieux que les autres, mais grosso modo, si vous voulez, c'est le même schéma. Donc depuis 2005, on est passé d'un système que vous avez à peu près tous connu à un système nouveau, qui est celui du système LMD, licence master doctorat, qui est calé sur celui de l'université et du système européen. Donc, c'est comme ça. Ça. C'est vous qui faites défiler, ok. Donc, en France, on a 22 écoles d'architecture, on a 20 écoles publiques, 2 écoles privées qui sont l'école spéciale d'architecture à Paris et l'INSA de Strasbourg, qui a la particularité d'avoir un tronc commun, je dirais, architecture-ingénierie, et ensuite ça bifurque vers l'ENSAIS pour les architectes et l'INSA pour les ingénieurs. Il y a 2 écoles d'architecture et de paysage en France, c'est l'école de Lille et l'école de Bordeaux, qui ont la particularité d'accueillir les 2 formations simultanément. C'est 2 écoles distinctes, mais dans lesquelles on essaye de faire des rapprochements, on essaye de faire des enseignements mixtes, etc. Ça marche mieux à Lille qu'à Bordeaux. Donc l'ENSAP de Bordeaux, c'est à peu près un petit millier d'étudiants, si vous voulez, grosso modo. Donc là, si vous faites le compte, il n'y en a pas 1000. C'est la formation architecture, il faut rajouter la formation paysage, la formation HMONP, etc. Donc en gros, il y a entre 900 et 1000 étudiants. C'est une école moyenne. Les petites écoles ont plutôt 600 étudiants, les plus grosses en ont 2000, voilà. Mais il y en a très peu, une ou 2 écoles parisiennes. Diapo. Donc le schéma des études, c'est celui-ci. Je vous présente plus particulièrement celui de la colonne architecture. Donc Jean-Jacques, tu as un pointeur. J'ai un pointeur. Et sinon un écran ici de retour devant toi. Voilà, ça, l'écran de retour. Ah oui, ici, d'accord. Ok, mais le pointeur, ça suffit, puis je connais ce que je raconte, donc ça va.
Donc la formation architecture, admission par le système Parcoursup là, qui a essuyé les plâtres et qui commence à être à peu près opérationnel. Donc ensuite un cycle licence qu'on appelle nous diplôme, le premier cycle de diplôme si vous voulez, et ensuite on aura le diplôme d'état d'architecte au niveau du master. Donc 3 ans pour la licence, 2 ans pour le master. Ensuite, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, la formation HMONP. On insiste beaucoup pour qu'elle ne s'effectue pas immédiatement après les études, mais que le jeune architecte puisse avoir une première expérience professionnelle, c'est-à-dire quelques mois à quelques années, avant de se lancer dans la formation HMONP. C'est beaucoup plus bénéfique pour lui à ce moment-là. Et puis donc la particularité de ce nouveau système, c'est qu'on a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'effectuer un doctorat sur 3 ans naturellement, pour obtenir ce diplôme. On en reparlera tout à l'heure, et notamment dans la table ronde, puisque je pense qu'il y a de plus en plus d'interactions entre les doctorants qui viennent comment dire, travailler dans les agences, soit avec des contrats CIFRE ou autres. Enfin, il y a un apport, si vous voulez, de la recherche vers les agences qui est tout à fait nécessaire et intéressant. Alors ensuite, le diplôme obtenu, une fois le master obtenu, on a une certaine quantité là, de masters spécialisés, si vous voulez, qui s'effectuent après le diplôme d'État en architecture et qui permettent aux jeunes architectes de se spécialiser ou d'acquérir des compétences complémentaires. Celui que je connais le mieux, c'est celui-ci, c'est un parcours, si vous voulez, qui s'appelle Conception Confort en architecture et en urbanisme. C'est un master qui est co-accrédité en partenariat avec l'école d'architecture et l'université de Bordeaux. Il y en a 2 autres qui sont plutôt des masters en urbanisme. C'est imprononçable, donc voilà, mais c'est quand même des masters en urbanisme, l'air de rien, et qui sont, eux, co-accrédités avec Bordeaux-Montaigne. Un diplôme d'interétablissement international en paysage, et puis 2 diplômes, si vous voulez, qui sont propres aux ENSA, c'est-à-dire que ce n'est pas des diplômes nationaux, c'est des diplômes spécifiques à une école, qui sont par exemple le DPEA Rebuilding the World, et puis le DIE, qui est un diplôme inter-établissement médiation. Médiation, c'est pas une nouveauté pour nous, mais c'est une tendance, c'est-à-dire que ça permet à des jeunes de se spécialiser, si vous voulez, dans un domaine qui est celui de la médiation, vous l'aurez deviné, mais surtout de permettre qu'ils interviennent, si vous voulez, plus dans un domaine culturel, associatif, auprès des collectivités locales, etc. etc. Donc ce n'est pas l'architecture telle que vous pouvez la connaître, mais c'est néanmoins le fait de pouvoir installer des architectes, donc avec notre formation, notre sensibilité, dans différents domaines, si vous voulez, de façon à ce que la culture architecturale, je dirais, puisse être dispensée dans de meilleures conditions. Hop. Non, pardon. Hop, tac, voilà. Alors, donc, le premier cycle, licence, c'est celui qui conduit au diplôme d'études en architecture, DEA. Et évidemment, c'est un peu la découverte pour nos jeunes et le fait de passer alternativement des arts aux sciences, etc. On a 4 unités d'enseignement par semestre qui structurent l'intégralité du programme. L'UE Concevoir, qui est en gros l'atelier d'architecture. L'UE Construire, ce sont les enseignements de sciences et techniques. L'UE Représenter, Expérimenter, c'est tout ce qui touche à la représentation naturellement, dans son acception la plus vaste possible, et une UE Culture architecturale dans laquelle on retrouve les sciences humaines, l'histoire de l'architecture, les langues, etc. Le volume horaire de la formation, je passe rapidement. Vous voyez qu'il y a quand même un volume horaire qui est relativement important en licence, puisque vous avez presque 800 heures encadrées, ce qui fait une semaine assez garnie, plus presque autant de travail personnel. Bon, la proportion varie un peu ensuite d'année en année, mais donc ce sont des études quand même qui ont gagné par rapport à ce qu'on a connu en intensité. Voilà, et il y a un travail personnel important. Enfin, ceux qui rentrent en école d'architecture
doivent vraiment s'accrocher maintenant. Et il y a 2 stages, si vous voulez, un petit stage ouvrier en licence 1 et un stage de première pratique en licence 2 de 2 semaines respectivement et 4 semaines. Alors, évidemment, puisqu'on parle d'expertise d'expertise, j'ai plutôt focalisé, si vous voulez, sur ce qui touche à l'enseignement des sciences et techniques pour l'architecture, ou comment préparer, je le dis avec un peu d'ironie, des experts en école d'architecture. Donc vous allez voir le contenu de ces études. Nous faisons tout pour maintenir un niveau qui soit le plus acceptable possible, mais nos heures sont régulièrement contraintes, donc vous allez juger par vous-même par rapport aux heures que vous avez vues, les 700 à 800 heures d'enseignement, ou si entre 600 et 800 heures d'enseignement par an, vous allez voir ce qui échoue à l'enseignement technique. Donc en semestre 1, je vais passer rapidement. Semestre 1, c'est pour nous sensibilisation aux dimensions physiques et sensorielles de l'architecture. On revient un peu sur les notions de mathématiques, de physique, et on commence, puisque l'enseignement des sciences et techniques pour l'architecture, c'est structure et ambiance. Donc on commence naturellement à leur faire explorer les ambiances. Vous voyez, 31 heures en semestre 1, 82 heures en semestre 2, c'est nettement plus important. Là, on s'attaque un peu à la résistance des matériaux, aux typologies structurelles, et on retrouve les ambiances, etc. Donc à chaque fois, il y a quelques heures de cours, si vous voulez, et on essaye de systématiser les travaux dirigés qui leur permettent d'expérimenter les notions qui sont vues en cours, voire le contraire, c'est-à-dire d'expérimenter en TD et ensuite d'appuyer le TD par un cours magistral qui leur permet de faire le lien et d'enregistrer, nous semble-t-il un peu mieux, les enseignements et les données techniques qui seront les leurs par la suite. Donc semestre 3, globalité constructive, structure, enveloppe et équipement technique. Eh bien là, on monte d'un cran, on s'attache à explorer tout ce qui touche au schéma structurel, les schémas structurels, les typologies structurelles, les forces horizontales, le contreventement, les enveloppes et les équipements techniques contemporains, avec, vous voyez, des débauches d'heures, 20 heures, 10 heures pour faire les typologies structurelles et le contreventement. C'est absolument fantastique. Et on a toujours des travaux dirigés, naturellement, comme je viens de vous l'expliquer. Un cours très appuyé de géologie et géotechnie qui occupe quand même 4 heures dans le semestre, donc c'est tout à fait considérable, vous pouvez en juger. En semestre 4, on arrive à ce qu'on appelle, nous, l'approche de la complexité constructive, et notamment tout ce qui touche aux filières sèches, construire avec l'acier, construire avec le bois. Là, vous voyez qu'on est un peu plus richement doté, mais enfin 10 heures de construction métallique dans toute une scolarité et 12 heures de construction bois, ça, c'est quand même un minimum, on va dire. On a introduit depuis quelque temps les matériaux biosourcés, là aussi ce n'est que du vernis naturellement, hélas, et la construction appliquée au projet d'architecture, c'est une intervention des enseignants du champ STA en atelier d'architecture, de façon à ce que les jeunes développent une nouvelle dimension du projet, qui est celle de l'approche technique et technologique du projet. Semestre 5, eh bien, on grimpe un peu. Là, on attaque ce qui est la filière humide, béton armé, terre crue, malheureusement avec trop peu de temps. Les typologies structurelles complexes, tout ce qui est coque, membrane, on leur fait fabriquer des maquettes de membranes, de coques, qui sont ensuite analysées, testées. On regarde où ça va casser, on les casse, etc. Une approche des outils de simulation, c'est-à-dire sur ordinateur, initiation à l'utilisation de logiciels pour la lumière naturelle et artificielle, pour l'acoustique, pour la thermique, etc. Donc c'est très peu de choses, mais au moins ils savent que ça existe, ils peuvent éventuellement l'utiliser dans les projets. On va le voir ici par exemple, dans le dernier projet de l'année de licence, l'année licence 3, pardon, où ils peuvent utiliser, on les incite fortement à utiliser ces outils. En semestre 6, c'est des tout petits cours, détails constructifs 6 heures, formidable, synthèse, équipement, ambiance, 2 heures, on fait de la synthèse en 2 heures,
voilà, construction appliquée au projet d'architecture. Donc ça, c'est très intéressant. C'est comme en semestre 4, c'est-à-dire que là, on intervient, et là, ça porte vraiment ses fruits. On intervient, si vous voulez, en les impliquant la dimension technique, je dirais, dans la conception du projet architectural. Alors ça ne va pas très très loin, mais c'est mieux que si nous ne pouvions pas faire cette intervention. Et on arrive déjà au master, formidable. On a été par un parcours brillant jusque-là. Les objectifs de la formation, vous voyez effectivement, bon, ça n'a rien qui vous étonne, maîtriser une pensée critique, relative aux problématiques architecturales, urbaines et paysagères, la conception du projet architectural urbain de manière autonome. Effectivement, plus on grimpe dans les années, plus l'autonomie est importante, la compréhension critique des processus, etc., de façon à se préparer aux différents modes d'exercice, j'en ai cité quelques-uns, ou domaines professionnels, et éventuellement à la recherche en architecture pour certains d'entre eux. Pour les prochaines années, il ne reste plus que 8 minutes. 10 minutes? Oui, c'est bon, ça va tout à fait bien. Donc, on retrouve là encore une structure de chaque année, des 2 années par semestre, avec l'unité d'enseignement projet naturellement, l'unité d'enseignement mémoire et séminaire. Il s'agit donc de cours théoriques d'approche de la recherche et de suivi et de l'élaboration du mémoire de master. Donc chaque étudiant est coaché par un enseignant qui le suit dans l'élaboration de son mémoire de master. Et puis on a un tronc commun de connaissances dans lequel, vous voyez qu'il y a un peu un fourre-tout, dans lequel on retrouve un tout petit peu de culture constructive appliquée à la conception. Alors on va voir plus précisément de quoi il s'agit là encore. Dans les enseignements transversaux, je reprends toujours le cas des sciences et techniques pour l'architecture. Donc là, vous voyez qu'on a 18 heures en semestre 7 et 20 heures de connaissances techniques, donc approche environnementale et connaissances techniques. Bon, voilà, l'économie du projet, en tout et pour tout dans la formation, 4 heures. Voilà, c'est assez sommaire, mais enfin voilà, hein, d'accord. Et puis on a un projet bioclimatique qui est tout à fait important, qui se divise entre le semestre 7 et 8, et qui leur permet réellement de rentrer dans des considérations techniques appuyées, si vous voulez. Au semestre 8, et après ça va s'arrêter là, on a l'avant-projet bioclimatique, partie 2 qui se développe, des visites de chantier, et oui, on fait quand même 3 ou 4 visites de chantier dans la scolarité, et on leur apporte une méthodologie d'élaboration de détails techniques. 20 heures, c'est pas très riche, voilà. Et ensuite, on a un atelier de master architecture, ingénierie, environnement et ville durable, qui a 2 particularités. Un, il introduit un partenariat avec une école d'ingénieurs. Vous avez eu la chance d'écouter Dominique Lefebvre ce matin. Donc, c'est avec Dominique et un de ses collègues que nous développons ce partenariat. Partenariat qui nous amène aujourd'hui à préparer, en vue de son inscription dans notre prochaine habilitation de programme, d'un parcours spécifique, architecte-ingénieur ou ingénieur-architecte, comme vous voulez, et qui aura la particularité, non pas de permettre à des jeunes faisant leur cursus d'architecture d'ensuite venir prendre place dans une école d'ingénieur ou vice-versa, mais d'avoir un parcours qui soit commun aux 2 formations, qui débutent dès la première année et qui accompagnent le jeune pendant 7 ans. Ce n'est pas 5 ans d'études, c'est 7 ans pour obtenir, si tout se passe bien, ce double diplôme architecte, ingénieur ou vice-versa. Donc cet atelier de master, il a pour particularité d'avoir une connotation évidemment architecture-ingénieur, c'est-à-dire qu'on a des groupes de travail qui sont constitués de 2 ou 3 jeunes architectes étudiants et 2 ou 3 jeunes étudiants ingénieurs. Et pendant tout le semestre, ils collaborent ensemble depuis le tout début, les intentions, l'esquisse, etc., jusqu'à un niveau petit APD, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qui se fait ailleurs, pour développer un projet voilà, sous toutes ses coutures. L'idée, c'est de leur permettre d'acquérir une culture commune et de pouvoir ensuite travailler, dialoguer, comme nous le faisons nous en expertise avec les ingénieurs, de pouvoir dialoguer en ayant un certain niveau de compétence qui leur permet justement de ne pas se trouver complètement idiots quand ils discutent avec les ingénieurs. Donc ce master, il se développe en S8 et en S9. En S8, c'est l'ISA BTP. En S9, c'est
l'Université de Bordeaux avec un master spécialisé en construction bois, et le CESI, qui est une école d'ingénieurs un peu particulière et avec laquelle nous développons un partenariat spécifique. Donc voilà, pour nous, ces partenariats sont importants. On le retrouve voilà, ici, et puis j'ai l'occasion de leur faire un dernier cours de construction bois un peu plus appuyé que celui qu'ils ont eu en semestre 4 pour leur permettre d'acquérir une compétence un peu supérieure dans ce domaine. Donc vous le voyez, le total des heures en licence, c'est 260 heures de mémoire, et en master, c'est 170 heures. Voilà, il faut faire avec tout ça, et former des experts avec ce niveau de technique et de compétences. Je termine puisqu'il doit me rester 1 ou 2 minutes, 3 minutes, c'est royal. Donc, pour vous parler effectivement de la préparation du doctorat, alors ici, on n'est pas tous concernés, mais c'est une évolution qui est importante. Pour moi, il y a 2 évolutions importantes. Le fait d'arriver à avoir, dans quelques années, un nombre un peu significatif d'étudiants qui accèdent à la double formation architecte-ingénieur. C'est comme ça dans beaucoup de pays, pas en France. C'est très dommageable. Donc, ça existe dans quelques écoles. Nantes a un partenariat avec Centrale, Lyon avec l'INSA, etc. Mais voilà, nous, c'est vraiment avec une école d'ingénieurs du bâtiment, si vous voulez, qui nous paraît être un partenariat intéressant. Donc, cet aspect-là, et puis celui de la recherche, on en parlera, je pense, dans la table ronde. Donc, à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, nous avons 3 laboratoires. Le GRECO, groupe de recherche environnement, conception architecturale et urbaine, auquel j'appartiens modestement. Et voilà, le laboratoire PAVE, profession architecture ville environnement, ce sont des sociologues, et l'UMR Passage, qui regroupe les paysagistes, des sociologues, des historiens, etc. Voilà. Donc, qui est plus Pardon, je me suis complètement trompé, excusez-moi. Ceci n'a rien à voir avec l'UMR Passage, je suis désolé. D'accord ? Voilà, un petit peu ce que je voulais vous indiquer, brièvement. Voilà, après, s'il y a des questions, je pense qu'on prendra le temps de développer. Je vous remercie beaucoup. J'appelle Alain Hoquet, que nous avons déjà écouté hier sur la rédaction de la norme NFX 50-110 et que nous allons écouter maintenant sur un retour d'expérience qui concerne la construction bois et la certification, la validation d'un certain nombre de compétences d'experts en construction bois. Merci. Donc effectivement, après cette première présentation hier sur l'outil, je vais donc vous présenter une application en certification et plus particulièrement dans le domaine de la construction bois. Alors pour déjà resituer un petit peu cette certification, c'est aussi important de présenter très rapidement qui nous sommes en fait. FCBA fait partie des centres techniques. Alors un statut très particulier puisque les centres techniques ont été institués après-guerre dans une logique de reconstruction de la France par filière et ça fait donc quelques décennies que nous travaillons au service de notre filière, hein, donc la grande filière forêt, bois, ameublement, et depuis une dizaine d'années, la cellulose en plus pour la branche papier. Et donc, 2 grandes missions, promouvoir le progrès technique et l'innovation et contribuer à l'amélioration de la performance et de la garantie de la qualité dans l'industrie. Et c'est sur cette 2e mission que nous avons développé un certain nombre de certifications. Et bien sûr, pour servir ces missions, nous avons un certain nombre de métiers hein, qui vont de la recherche en passant par la normalisation, puisqu'en fait nous hébergeons le bureau de normalisation du secteur bois et ameublement, ce qui est très pratique, on va le voir notamment pour ce qui est de la mise en place de cette certification, de l'assistance technique, de l'expertise, beaucoup de laboratoires aussi pour pouvoir justement servir ces différents métiers. Et une structuration par pôle. Et donc on va parler plus particulièrement du pôle construction qui, on n'a pas beaucoup parlé de bois finalement, donc en tout cas on entend de plus en plus parler de construction bois. Il y a 2 ans il y a eu le premier symposium
international de construction en grande hauteur à Bordeaux, voilà, qui avait été organisé par FCBA et par notre homologue japonais et canadien. Et je crois que d'ailleurs vous rentrez largement participé à cette très grande manifestation qui a été un très grand succès. Voilà, et le deuxième succès, c'est au Canada et dans 2 ans au Japon. Et on remet ça à Bordeaux, enfin, en tout cas en France. Voilà. Alors, pour parler justement de cette certification, donc, nous avons un pôle construction qui est implanté à Bordeaux, qui, bien entendu, en matière de débouchés bois, est un secteur extrêmement important. Nous avons une très grosse activité de certification. Et pour reprendre un petit peu l'historique de cette certification que nous avons développée, il faut remonter là aussi 20 ans en arrière, où nous avions des problèmes avec les diagnostiqueurs. Alors je parle bien de diagnostiqueurs dans le domaine du termite, et que nous avions, avec notre bureau de normalisation, créé une norme de diagnostic termite, et nous avions créé une certification du diagnostiqueur termite. Est arrivée la loi et les évolutions et les ODI. Donc c'est tout naturellement dans cet élan que FCBA a été également un organisme certificateur des ODI. Mais très vite, on s'est aperçu que ce dispositif réglementaire ODI était beaucoup plus quantitatif que qualitatif, et nous nous sommes retirés en fait de cette certification. Mais au sein de cette population des diagnostiqueurs, nous avions depuis de nombreuses années des experts. Et ces experts, en fait, nous ont demandé de pouvoir travailler, nous écarter effectivement du diagnostic pour travailler sur une certification d'experts. Alors, quand il a fallu déterminer mais quel type de certification allions-nous mettre en place, alors il faut savoir en fait que dans le paysage des certifications, en fait, il existe 4 familles de certifications. La certification de produit, donc, qui touche la qualité intrinsèque du produit à travers des exigences de sécurité, de performance, d'environnement de plus en plus, mais aussi depuis peu sur l'origine, l'origine régionale, nationale, enfin un certain nombre de nouvelles caractéristiques sur les produits. La certification de service, alors ça a été une grande discussion et d'ailleurs au départ nous étions partis pour mettre en place une certification de service. Le problème, c'est que la certification de service, elle porte sur le résultat de la prestation. Et ça nous a posé un problème parce que je ne vois pas comment un organisme certificateur peut engager sa responsabilité sur le résultat de la prestation. Il n'y a que l'expert qui peut engager finalement sa responsabilité. Donc en fait, on s'est écarté de cette voie pour explorer les 2 autres, alors qui sont plus des certifications à bénéfice indirect, parce qu'en fait, on n'est pas directement sur les caractéristiques qui touchent le consommateur ou le marché, mais de manière indirecte, qui forcément, par conséquence, rebondissent sur la qualité des produits ou des prestations, que sont donc la certification de personnes et la certification de système. Donc on a parlé un petit peu hier justement de l'association entre la certification de système ISO 9000 avec l'application de la NFX 50110. On a exploré cette voie, mais on s'est très vite aperçu que, en fait, on ne parlait pas de compétences. On ne parlait pas de compétences et on pouvait effectivement mettre en place des règles de bon sens pour conduire une expertise, mais il n'empêche qu'il nous manquait l'élément essentiel, c'est-à-dire l'expert. Et si on ne pouvait pas avoir des caractéristiques sur l'expert, et notamment sur sa compétence, ce n'était pas forcément viable pour nous. Et nos experts nous ont demandé donc tout naturellement de plutôt développer cette certification de personnes, donc plutôt de compétences. Ce qui, donc depuis 10 ans, nous permet de faire vivre cette certification qui est accréditée, qui plus est, par le Comité français d'accréditation selon une norme internationale. Donc chaque année, nous aussi, nous sommes audités une journée entière pour vérifier le fonctionnement de cette certification sur l'impartialité, la maîtrise et nos compétences pour pouvoir justement délivrer cette certification. Alors, qu'est-ce qu'on certifie finalement sur cette certification de personnes ? Forcément, la compétence de l'expert. La compétence de l'expert, c'est quasiment un prérequis. Ensuite, la qualité de la méthodologie d'expertise,
Donc, on a tout simplement repris la méthodologie de la NFX 50-110. Alors, la 50-110 traite aussi du contenu du rapport d'expertise. On s'en est inspiré et on a rajouté des éléments parce qu'il faut effectivement que le rapport d'expertise soit intelligible. Je disais hier que souvent le commanditaire de l'expertise n'est pas forcément un sachant, n'est pas forcément quelqu'un qui dispose des compétences, et il faut effectivement avoir un livrable, un rapport qui soit le plus lisible, le plus intelligible. Voilà. Et puis, une dernière caractéristique qui est le respect de prescriptions techniques. Parce qu'en fait, si la méthodologie 50-110 nous apporte une méthodologie globale, il n'empêche que dans l'expertise sur la pathologie des bois, on a réussi effectivement à élaborer des schémas décisionnels et qu'on a donc introduit dans notre référentiel. Alors, pour certifier une personne physique et non morale, puisqu'en fait, une certification de personne, elle touche une personne, l'individu. Alors bien sûr, cette personne, elle peut être dans un cabinet. On a des grands cabinets qui ont fait certifier des experts, mais on a aussi beaucoup de cabinets monopersonnels, donc qui touchent directement les personnes. Alors la recevabilité de la demande du candidat, c'est déjà d'avoir de l'expérience. Alors comme vous pourrez voir, on n'a pas imposé un niveau d'études. Globalement, on a beaucoup d'ingénieurs, mais pas que. On a aussi des techniciens qui ont une grande expérience, et on ne voulait pas justement discriminer par les diplômes. Ce qu'on voulait, c'était discriminer positivement par l'expérience et les connaissances. Donc on exige un minimum de 5 ans d'expérience dans l'expertise, et on leur demande aussi de nous envoyer 3 rapports d'essai, 3 rapports d'expertise pour essayer de voir si on est bien dans de l'expertise, parce qu'on a aussi beaucoup de refus de recevabilité, parce qu'en fait, les candidats pensent qu'ils font de l'expertise alors qu'en fait, ils font du diagnostic. Si l'étape de recevabilité est passée, on passe en fait à un examen théorique sous base de QCM, alors qui change à chaque fois. Donc là aussi, notre accréditation COFRAC nous a beaucoup fait évoluer sur le sujet, parce qu'il faut que ce ne soit pas discriminatoire d'un examen à l'autre. Et donc on a une base de questions qui est assez gigantesque pour permettre effectivement d'assurer cette impartialité et cette non-discrimination entre les différents examens. Donc sur 5 thématiques: les insectes, les termites, les champignons, la réglementation en matière de préservation des bois dans la construction, les produits de préservation, le bois dans la construction et les moyens de lutte contre les pathologies. Alors bien entendu, il faut impérativement que les notes soient au-dessus de la moyenne pour l'ensemble des thématiques, et même d'ailleurs bien au-dessus de la moyenne. Si le candidat passe cette épreuve, il y a un passage devant un jury d'experts, on appelait ça un jury des pairs, dans lesquels il y a effectivement des experts déjà certifiés depuis de longues années, mais il y a également nos responsables de laboratoire en biologie, en mycologie, en entomologie, justement pour reprendre les thématiques sur lesquelles on certifie. Le but, c'est de mettre en situation le candidat et lui permettre d'exposer un de ses dossiers pour juger finalement de sa compétence, mais pas uniquement sa compétence, alors ses connaissances, sa compétence, mais aussi son comportement et ses réactions, pour savoir si réellement en situation, le candidat sera réellement en capacité à pouvoir avoir les épaules suffisamment larges pour pouvoir endosser sa fonction d'expert. Si le jury émet un avis favorable, à ce moment-là, FCBA conclut à la certification. Et là, en fait, on passe... Alors, généralement, c'est soit effectivement on certifie, soit on peut prolonger. On demande effectivement au candidat de compléter peut-être par un certain nombre de formations, un peu d'expérience, et on essaie de mettre en place des tutorats avec nos experts seniors pour pouvoir effectivement leur apporter ces éléments complémentaires qui leur manquent. Ou alors il peut y arriver de temps en temps effectivement qu'il y ait un refus pour que le candidat puisse
prendre le temps qu'il faut pour pouvoir se représenter. Ensuite, on passe dans un cycle de surveillance, c'est-à-dire que lorsque l'expert est certifié, ça ne s'arrête pas là, en fait, parce que la certification, on s'engage dans le temps, en fait. Donc, tous les ans, l'expert déclare FCBA 3 dossiers qui sont vérifiés. Donc, on vérifie conformément aux exigences du référentiel, le contenu du référentiel, le contenu du rapport. La 3e année, on réalise en plus un audit in situ pour voir un petit peu comment s'organise l'expert dans son cabinet, notamment sur la gestion de ses enregistrements, de sa documentation, la veille normative, la veille réglementaire qu'il peut faire, etc. Et tous les 5 ans, on repasse devant un jury pour effectivement s'assurer que on s'est aperçu, alors c'est rare parce que généralement ça se détecte bien entendu au cours du cycle de 5 ans, mais certains experts finalement, notamment en fin de carrière, finalement réduisent leur activité et ne se tiennent plus forcément au courant de la réglementation d'un certain nombre d'éléments, qui fait qu'on a eu effectivement un cas particulier où on était obligé de mettre des contrôles complémentaires en fait, sur un renouvellement, mais globalement, les experts sont reconduits pour un cycle de 5 ans. On avait souhaité éventuellement remettre en cause, mais ce sont les experts eux-mêmes qui ont souhaité maintenir ce jury au bout de 5 ans. Une manière de peut-être aussi garder un peu une sorte de pression pour bien démontrer que l'ensemble des pairs reconnaît cette personne comme faisant partie des experts certifiés. Alors aujourd'hui, nous avons, ça fait une dizaine d'années, nous avons un peu moins d'une trentaine d'experts. Nous en avons actuellement 4 ou 5 en cours d'instruction. C'est peu. On espère monter à peut-être dans la prochaine décennie, peut-être une quarantaine. Mais on ne cherche pas forcément la quantité. Comme je disais tout à l'heure, on était un peu vaccinés par les ODI. Et ce qu'on souhaite, c'est avant tout d'avoir des experts qui soient très compétents. La construction bois connaît un essor important et on va avoir besoin d'avoir de très bons experts. Et c'est aussi parce que FCBA, compte tenu de nos missions, on a pu constater qu'il y avait quand même des carences en matière d'expertise bois, qu'il nous faut effectivement avoir, en tout cas permettre de donner au marché, de faire appel à des experts certifiés et réellement reconnus. Voilà. Donc une certification aussi qui est donnée selon des niveaux. Parce qu'un jeune expert n'aura pas forcément encore l'expérience pour pouvoir aller vers des situations et des prescriptions particulières. Certains experts seniors vont effectivement jusqu'à la certification incluant en fait la prescription particulière. Voilà, je vous remercie de votre attention.